Ok, j'y suis bientôt. Ok. Ah, il faut que j'avance un peu à partir d'ici. 200. On a 250. Ok, j'y suis déjà. Vous voyez déjà mon écran? Est-ce que vous voyez déjà mon écran? Vous voyez dans mon écran, n'est-ce pas? Ok. Donc, je suis en train de chercher la page des exercices. Vous avez fait quand même des révisions de temps. Vous avez lu le chapitre sur les cours. Vous avez fait... Voilà, je suis là sur la page d'exercice. On s'est arrêté sur quoi? Sur l'exercice 20 la dernière fois. On va continuer directement là-bas. Voilà. Vous avez quand même fait des révisions sur ce chapitre. Hein, monsieur? Voilà. Hello? Voilà. Allô? 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 Oui, allô? Vous avez fait les révisions de ce chapitre sur les cours parce on avait presque terminé ça la dernière fois. Donc, les questions qu'aujourd'hui, on finit les exercices qui sont sur ce chapitre. Si possible, on entame le chapitre sur la qualité. Donc, si vous voyez dans mon écran, j'aimerais que quelqu'un puisse confirmer en lisant l'exercice numéro 20. Donc, je crois que c'est là-bas qu'on s'est arrêté la dernière fois. Quelqu'un peut lire? Ah, je peux lire. OK, allez-y. C'est ça. Lequel de Mhm. l'énoncé suivant représente la valeur estimée du travail réellement accompli? On a dit que la valeur estimée du travail réellement accompli, c'était quoi encore? Vous vous rappelez encore? C'était la valeur acquise, n'est-ce pas? La valeur acquise, qu'on appelle en anglais N value. Je vous ai dit de vous habituer déjà avec ces appellations en anglais parce que dans votre PMBOK 5, dans votre PMBOK 6, ils n'ont pas traduit ces appellations, ils ont maintenu. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en traduisant, parfois ça embrouillait les étudiants. Donc, mais N value, c'est ce qu'on appelle valeur acquise. Donc, on dit lequel des énoncés suivants représente la valeur estimée du travail réellement accompli. Bon, c'est la valeur acquise. Donc, qui est la première option qui est A. Donc, B, c'est valeur planifiée, c'est pas du tout ça. C'est le coût réel. Le coût réel, c'est l'argent qu'on a réellement dépensé pour obtenir cette valeur acquise. L'écart de coût, c'est la différence entre le N value moins le coût réel. OK, on lit la prochaine question. La prochaine question, je crois que c'est le 21. Est-ce que vous pouvez lire? Lesquels des éléments suivants sont tous inclus dans le plan de gestion de coûts? A. Le niveau nécessaire pour les estimations, les règles pour mesurer la performance de coûts, et
sur la façon dont les estimations des doivent être énoncées. Les spécifications sur la façon dont les estimations doivent être énoncées, règles pour mesurer les règles pour mesurer la performance politique, le niveau des aptitudes nécessaires pour les estimations, les spécifications sur la façon dont les estimations devraient être énoncées. Enfin, les spécifications sur la façon dont les estimations doivent être énoncées, le niveau du risque nécessaire pour les estimations, les règles pour mesurer la performance politique. OK. Comme je vous ai dit dans les cours passés, pour répondre à ce genre de questions, qu'est-ce qu'on fait? On procède par élimination. Donc, on va voir tout ce qui n'est pas consistant avec le plan de gestion de coûts. Même si ça a des autres options qui sont justes, on va barrer cette réponse-là. Donc, si on commence avec A, par exemple, on dit le niveau des attitudes nécessaires pour les estimations, oui, c'est bon. Il y a ça dans le plan de gestion de coûts. Les règles pour mesurer la performance des coûts, oui. Il y a ça dans le plan de gestion de coûts. Les spécifications sur la façon dont les estimations de durée doivent être énoncées. Donc, la dernière partie, quand on dit les spécifications sur la façon dont les estimations de durée doivent être énoncées. En fait, ici, ça concerne déjà le management, n'est-ce pas, de l'échéancier. Donc, parce que la dernière partie, n'est-ce pas, oui, la dernière partie de A est fausse, on va barrer totalement A. Donc, on commence à, on vérifie également B. On dit B dit les spécifications sur la façon dont les estimations doivent être énoncées, les règles pour mesurer la performance des coûts, le niveau des aptitudes nécessaires pour les estimations. OK, le B pour être juste, on peut mettre déjà ça on peut encadrer ça, mais on va comparer avec les autres pour voir quelle est la meilleure option. C dit les règles pour mesurer la performance de l'équipe. Je bats déjà le C parce que la performance de l'équipe, ça se passe avec le plan de management des ressources. Donc, je bats déjà le C, je ne lis même plus le reste. D, les spécifications sur la façon dont les estimations doivent être énoncées, le niveau de risque nécessaire pour les estimations, les règles pour mesurer. Bon, le D, comme pas du niveau de risque nécessaire, c'est dans le plan, n'est-ce pas, de gestion des risques. Donc, si on a barré A, si on a barré C, on a barré D, notre seule réponse, n'est-ce pas, exacte ici, ce sera B. Voilà comment on procède pour répondre à des questions. On procède seulement par élimination. Toutes les caractéristiques qui ne correspondent, n'est-ce pas, à l'énoncé, vous les barrez seulement. Donc, la meilleure réponse ici sera le B. OK. Je lis la prochaine question qui est 22. On dit, votre projet a une quantité moyenne de risques et n'est pas très bien définie. Le commanditaire vous remet une charte de projet et vous demande de confirmer que le projet peut être réalisé dans le budget des coûts du projet. Quelle est la meilleure méthode pour gérer cette situation? OK. On dit A, construire une estimation sous forme de marge de résultats possibles. Demander aux membres de l'équipe d'aider à estimer le coût en se basant sur la charte du projet. En se basant sur les informations disponibles, calculer une estimation paramétrique. Fournir une estimation par analogie en se basant sur l'historique. OK. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de cette question-ci? On dit, votre projet, n'est-ce pas, a une quantité moyenne de risques et n'est pas très bien défini. C'est-à-dire que le périmètre n'est pas bien défini parce que ce n'est pas bien connu. Donc, on dit, le commanditaire vous remet, n'est-ce pas, une charte de projet et vous demande de confirmer que le projet peut être réalisé dans le budget des coûts du projet. Donc, en fait, si on tient compte à l'énoncé, où est-ce que le manager de projet se trouve avec, avec le sponsor ou bien le commanditaire? Donc, ils sont encore à l'initiation du projet. On lui demande de confirmer, n'est-ce pas, que le projet peut être réalisé dans le budget des coûts du projet. Nous savons tous que pour obtenir le budget, pour confirmer que le budget va permettre, n'est-ce pas, d'accomplir le projet, il faut, n'est-ce pas, planifier, il faut déterminer ce budget-là. Parce que tout ce que le manager de projet a au début, pendant l'initiation, c'est juste, n'est-ce pas, une estimation par analogie. C'est un budget, n'est-ce pas, qu'on a qu'on a défini par analogie. Donc maintenant, pour qu'il confirme que ce budget peut vraiment suffire pour le projet,
il doit déterminer ce budget pendant le domaine de connaissances de management des coûts, où il doit planifier les coûts et déterminer le budget. Donc, comme il est encore à l'initiation, il n'a pas assez d'informations, n'est-ce pas, pour confirmer cela. Donc, il va trouver une méthode, n'est-ce pas, qui est un peu facile pour permettre cette confirmation. Donc, on va lire la méthode qui sera plus appropriée pour confirmer, n'est-ce pas, que le projet va respecter le budget, bien qu'il soit à l'initiation. Donc, on va regarder une estimation sur une forme d'une marge de résultat possible. Donc là, c'est possible parce qu'il peut faire des simulations. C'est possible parce que comme il n'a pas assez d'informations, il peut donc juste faire des simulations. Donc, maintenant, on va comparer A avec les autres. On dit B. B dit demander aux membres de l'équipe d'aider à estimer le coût en se basant sur la charte de projet. Premièrement, n'est-ce pas, il n'a pas encore d'équipe parce qu'il est encore à l'initiation du projet. Donc, comment est-ce qu'il va donc demander à l'équipe, n'est-ce pas, de l'aider à estimer le coût? Donc, c'est impossible. On ne peut pas considérer B. Donc, B est déjà faux. Donc, en se basant sur les informations disponibles, calculer une estimation paramétrique. Dans notre énoncé, on n'a pas dit qu'il a des informations paramétriques pour faire une estimation paramétrique. Donc, ce ne sera pas possible pour lui de faire une estimation paramétrique. Donc, on va également C. Donc, D dit fournir une estimation par analogie en se basant sur l'historique. Donc, même s'il doit fournir une estimation par analogie, il doit quand même avoir l'énoncé devait nous montrer qu'il a quelques informations des projets antérieurs qui pourront lui permettre de faire cette estimation par analogie. C'est vrai, c'est une bonne proposition, mais seulement le texte ne nous a pas dit qu'il a des informations sur les projets antérieurs qui sont similaires à ce qu'il est en train de vouloir réaliser maintenant. Donc, si on a barré D, si on a barré C, si on a barré A, si on a barré B, on va rester seulement avec A comme meilleure réponse. Donc, ce qu'il doit faire ici, c'est faire des simulations parce qu'il n'a pas assez d'informations. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce qu'on est en train de résoudre là présentement? Vous avez des préoccupations déjà? Vous avez compris tout ce que j'ai dit? C'est bon, c'est bon. OK, c'est bon. Donc, on peut évoluer. Bon, lisez le 23. Est-ce que vous pouvez lire le 23, s'il vous plaît? La réserve pour aléa de coût doit être cachée pour empêcher la direction d'interdire la réserve, ajoutée à chaque activité, afin de fournir au client un chemin critique. Le coût, entretenu par la direction pour couvrir les dépassements des coûts, ajouté au coût du projet pour tenir compte des risques. OK. Donc, on a vu que les réserves pour aléa, c'est ce qu'on appelle les provisions pour aléa en français. Je crois que c'est ça le meilleur terme. Donc, on a dit les provisions pour aléa, ça se situe où dans le budget du projet? Où est-ce qu'on met les provisions pour aléa? Ou bien, les provisions pour aléa, c'est même d'abord quoi? Il faut pouvoir expliquer cela. Les provisions par aléa, c'est... Non, pour aléa, Mhm. Pour les aléas, c'est tout ce qui peut subvenir au cours du projet qui au début n'était pas dans le projet, Ah, qui n'était pas vraiment pris en considération, mais au cours du projet, certainement, peut-être qu'on a peut-être préparé un matériel, il y a peut-être un qui s'est utilisé quand on l'utilisait, il faut simplement remplacer. OK, Ou bien, OK, je vous suis. OK, vous avez vous avez, je crois, peut-être 30% de la compréhension de aléa. Bon, maintenant, parlons en termes, n'est-ce pas, de gestion de projet. Donc, quand on parle de provision pour aléa, on va parler, n'est-ce pas, de provisions pour les risques identifiés pendant la planification du projet. C'est ça qu'on veut dire provision pour aléa. C'est pour les non-risques, les risques connus du projet. Donc, et pour les risques inconnus, c'est-à-dire, parfois, quand on finit de définir la réponse de base, n'est-ce pas, des coûts, on dit, oh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut arriver que ce qu'on n'a pas identifié pendant la planification, un problème, un risque, n'est-ce pas, qu'on n'a pas identifié. Par conséquent, mettons de l'argent de côté, n'est-ce pas, pour ces risques non connus. Là, on parle n'est-ce pas, de réserve managériale. Donc, c'est un peu donc,
les provisions pour aléas, n'est-ce pas, sont sont ajoutées, n'est-ce pas, aux estimations, n'est-ce pas, des coûts pour définir la référence de base des coûts du projet. Tandis que quand on a fini de définir la référence de base des coûts, maintenant, on a en même temps les réserves, n'est-ce pas, les réserves, n'est-ce pas, pour inconnus, c'est-à-dire les réserves, n'est-ce pas, managériales. Donc, c'est tout ça qui va, en somme de ça, n'est-ce pas, plus le référence de base des coûts va donner ce qu'on appelle le budget même du projet. Donc, si on lit dans le contexte, si on dit les réserves pour aléas des coûts doivent être cachées pour empêcher la direction d'interdire la réserve. Bon, en fait, le A, là, vraiment, ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous dit ici. Là. Donc, ajouter, n'est-ce pas, à chaque activité pour fournir au client un chemin critique plus court. Même le B ne veut vraiment rien dire. Donc, OK. Entretenu, n'est-ce pas, par la direction pour couvrir les dépassements des coûts. Donc, le C, en fait, on ne parler, n'est-ce pas, des réserves managériales. Je ne sais pas comment ils appellent ça en français. Donc, je vais jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, dans le cours pour voir comment on appelle ça en français. Parce qu'il y a un nom unique pour ça. En anglais, c'est Management Reserve. Donc, si on traduit mot à mot, c'est réserve managériale, mais je vais être sûr que le terme, n'est-ce pas, est bien compris. OK. Donc, je vais un peu dans le cours. Management des coûts. Bon, donnez-moi quelques minutes, je suis bientôt. OK, je crois que je suis. C'est parfois bien de retenir ces expressions-là avec la définition, n'est-ce pas, du PMA. OK, je suis bientôt. Voilà, c'est ça ici. Donc, bon, c'est sûr qu'on ne voit pas mon écran, mais je vais vous dire comment. Ils appellent ça, en français, c'est provision pour imprévu. Provision pour imprévu. C'est ça qu'on appelle en anglais réserve managériale. OK. Donc, je reviens dans le titre. Bon, en fait, dans le C, en fait, on dit entretenu, ne soit pas la direction pour couvrir les dépenses de coûts. Tout ça, c'est un peu les réserves managères provision pour imprévu. Ajouter au coût du projet pour tenir compte des risques. Donc, c'est le D, n'est-ce pas, qui explique ce que je viens de dire. Donc, on ajoute les réserves pour aléa ou bien provision pour aléa. On ajoute sur l'estimation, n'est-ce pas, des coûts du projet pour obtenir, n'est-ce pas, les réformes de base des coûts. Donc, et c'est pour tenir compte des risques identifiés, n'est-ce pas, dans le projet lors de la planification. Donc, je crois que là, c'est assez simple. On peut lire le 24, s'il vous plaît. Vous éprouvez les difficultés à estimer le coût d'un projet. Le cas des énoncés suivant décrit le mieux la cause la plus probable de vos difficultés. Définition inadéquate du contenu, indisponibilité des ressources souhaitées, manque de documents historiques obtenus des projets antérieurs, manque de processus d'accompagnement. On dit, vous éprouvez des difficultés à estimer le coût d'un projet. On dit, lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause la plus probable de vos difficultés. On dit A, définition inadéquate du contenu. Donc, le A est déjà ça a l'air d'être la meilleure réponse. Parce que si tu as des problèmes, n'est-ce pas, à estimer le coût, ça veut dire que ton périmètre de ton projet était mal défini. Donc, tu auras les difficultés à estimer le coût de ton projet. Bon, regardons, comparons avec B, C et D. L'indisponibilité des ressources souhaitées, ça ne peut pas être, n'est-ce pas, ça vraiment le problème. Manque de documentation historique obtenue des projets antérieurs, manque de processus de la compagnie. Non, c'est le A. C'est évident que c'est le A. J'ai lu le 25. On dit, votre prévision de coûts montre que vous aurez un dépassement de coûts à la fin du projet. Laquelle des actions suivantes devez-vous prendre? Donc, j'ai rappelé la dernière fois qu'il y a une différence entre provision et prévision. Donc, provision, n'est-ce pas, pour coût, comme on vient de voir, n'est-ce pas, on peut faire les provisions pour les risques identifiés dans le projet. On appelle la provision, n'est-ce pas, pour aléa. On peut faire également la provision pour les risques non identifiés dans le projet.
On appelle ça provision pour imprévu. Donc, la provision, c'est l'argent qu'on a déjà en main, qu'on a mis de côté pour les risques prévus et les risques imprévus. Maintenant, les prévisions, c'est différent. Prévision, c'est lorsque le projet a été exécuté et peut-être on voit que notre coût réel à une période déterminée dans le projet est largement supérieur, n'est-ce pas, au coût prévisionnel ou bien au coût planifié, c'est pas comment on appelle. Donc, et on se dit, waouh, si, n'est-ce pas, l'argent qu'on a dépensé, n'est-ce pas, à cette date, déjà à cette date, est supérieur à l'argent qu'on avait planifié en amont. Ça veut dire, il est très probable qu'on ne pourra pas finir ce projet-ci avec le budget qu'on a prévu. Donc, et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une prévision, n'est-ce pas, pour une prévision, n'est-ce pas, des coûts. C'est là où on obtient, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le estimate at completion. C'est qu'on appelle ça en français. On fait une estimation, on fait une projection, n'est-ce pas, de coûts à partir du moment où on se trouve, n'est-ce pas, jusqu'à la fin du projet. On appelle ça en anglais estimate at completion. En anglais, ça se comprend facilement. Estimate at completion, c'est-à-dire le coût final pour terminer le projet. Donc, le estimate at completion, n'est-ce pas, inclut, n'est-ce pas, le coût réel qu'on a dépensé, c'est-à-dire le actual cost, plus maintenant, n'est-ce pas, le coût estimé, n'est-ce pas, pour finir le projet. Donc, on dit lesquelles actions suivantes devez-vous prendre. Donc, on dit éliminer les risques, n'est-ce pas, dans les estimations et prendre l'estimation, reprendre l'estimation, rencontrer le commanditaire pour savoir quels travaux peuvent être effectués plus tôt, réduire la qualité, diminuer le contenu. Donc, là, on va s'en procéder par élimination. Tu vois, la réponse sera très évidente. Donc, je commence par D. Diminuer le contenu n'est même pas une option. Parce qu'on diminue le contenu, c'est vrai, ça va réduire les coûts, mais seulement le client risque de ne pas être satisfait à la fin du projet. Si on réduit la qualité, c'est ça la même chose. Le client ne sera pas satisfait à la fin du projet. Parce que la qualité, c'est satisfaire, n'est-ce pas, les attentes de nos parties prenantes. Donc, B, rencontrer le commanditaire pour savoir quels travaux peuvent être effectués plus tôt. Donc, le fait qu'on va effectuer un travail plus tôt ou plus tard ne va pas forcément, n'est-ce pas, réduire les coûts du projet. Sur le budget. Ça ne va pas agir sur le budget. Donc, maintenant, on dit A dit éliminer les risques dans les estimations et reprendre les estimations. Quoi, ça, c'est la meilleure chose à faire. Parce que regardez, quand on a mis de l'argent à côté au départ, on a fait les provisions, n'est-ce pas, pour aléas. Les aléas sont les risques, n'est-ce pas, qui peuvent se produire, qu'on a identifié qui peuvent se produire, n'est-ce pas, dans le projet. Mais il y a les dates de fréquence, n'est-ce pas, les dates limites pour chaque risque. Donc, si je prends un risque, le projet peut-être se tâche sur 5 mois. Il y a des risques de se produire le premier, le deuxième mois, et que nous sommes déjà au troisième mois. Et que ces risques ne sont pas produits. Ça ne sert à rien de conserver encore l'argent pour ces risques-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer, n'est-ce pas, ces risques-là. Et l'argent qui était prévu pour ces risques, on va allouer ça au budget. Et ça va gonfler le budget pour, n'est-ce pas, d'accomplir le projet, les activités qui restent dans le projet. Donc, le A, c'est la meilleure réponse. OK. Donc, le 26, on dit, au début de la vie du projet, vous tenez une discussion avec le commanditaire pour savoir quelles techniques d'estimation doivent être utilisées. Vous voulez une forme de jugement d'expert, mais le commanditaire plaide pour l'estimation par analogie. La meilleure décision à prendre serait d'accepter l'estimation par analogie car c'est une forme de jugement d'expert. B, de proposer, n'est-ce pas, l'établissement des coûts de cycle de vie comme compromis. C, de déterminer pourquoi le commanditaire veut une telle exactitude d'estimation. D, d'essayer de convaincre le commanditaire de permettre un jugement d'expert car il est généralement plus exact. Vous avez compris le dilemme ici dans la question ici? Vous avez compris le dilemme dans la question ici? Hello? Vous avez compris le dilemme dans la question? OK, vous avez compris le problème dans la question ici. En fait, parce que ce qui se passe comme problème dans la question, on dit, vous êtes au début de votre projet. Vous voulez faire une estimation par analogie, mais le commentaire dit que non, il existe que vous devez faire une estimation, vous devez faire une forme de jugement d'expert. Qu'est-ce que vous devez répondre, n'est-ce pas, à ce commanditaire? C'est un peu ça qu'on vous demande. On dit A. Bon, je vais commencer par D parce que je vois dans la réponse. On dit D. D'essayer de convaincre le commanditaire de permettre un jugement d'expert car il est généralement plus exact. Donc, le D est déjà barré parce que le jugement d'expert n'est pas très exact. C'est un jugement qui est basé sur l'expérience. Sur l'expérience, parfois sur les projets antérieurs, sur les informations, n'est-ce pas, qu'on a acquises des projets antérieurs. Donc, je veux pas, on va barrer D directement. Donc, on dit D, C, de déterminer pourquoi le commanditaire
veut une telle exactitude d'estimation. Le C est encore faux parce que quoi, le jugement, comme le D est faux, le C sera forcément faux. Parce que le jugement d'expert, comme on vient de dire, n'est pas exact. Ce n'est pas très exact. C'est une forme d'estimation par analogie. Donc, B, de proposer l'établissement des coûts du cycle de vie comme compromis. Là, alors, ça ne va pas résoudre le problème. OK. A, d'accepter l'estimation par analogie car c'est une forme de jugement d'expert. Parce que la meilleure réponse, c'est le A. Parce que si le commentaire dit je veux que vous fassiez une forme de jugement d'expert, ça te dit que non, tu veux faire une estimation par analogie. Ça sert à te tirailler avec le commentaire parce que quoi? Le jugement d'expert, l'estimation par analogie, c'est presque la même chose. Donc, tout ce que tu vas faire, tu vas dire, OK, oui, messieurs, on va faire une estimation de jugement d'expert. Donc, toi, tu sais ça que tu vas faire, tu sais que c'est la même chose. Rappelle-toi que quoi, les commanditaires, les sponsors, parfois, ils n'ont pas une compréhension vraiment exacte même du projet. Parfois, ce ne sont pas des experts, n'est-ce pas, de management de projet. Donc, parfois, ils ne comprennent pas bien les termes, les expressions, les terminologies qu'on utilise pour manager les projets. Mais toi qui es l'expert en management de projet, tu connais tous les liaisons, tous les synonymes. Et c'est à toi, n'est-ce pas, de jouer devant le commanditaire. J'espère qu'on a bien compris la question-ci. Hein, messieurs, vous avez bien compris. En fait, il n'y a rien de difficile dans la question-ci. Vous avez compris? Ça va? OK. Bon, si vous n'avez pas compris, il faut me faire signe là. Je peux trouver encore d'autres moyens pour mieux expliquer. OK. On passe à la question 27. Je lis. On dit, vous venez d'achever la mise en œuvre du processus d'un petit projet. Bon, rappelle-toi, comme je dit la dernière fois, quand on parle de mise en œuvre en français ici, là, il veut parler de, en fait, l'initiation. Donc, il faut toujours regarder souvent en anglais pour voir quand il y a des petits problèmes de traduction. Je vais vous confirmer, je vais ouvrir dans Rich en anglais. Donc, je vais dans page 300. OK, je suis bientôt. C'est comme si dans le Rich en anglais, c'est pas la 8 que j'ai ouvert. OK, c'est comme si c'est le Rich à 9 que j'ai ouvert. Excusez-moi, je vais ouvrir le Rich à 8. Donc, j'ouvre le Rich à 8 en anglais pour voir, vous confirmer ce qu'on dit par initiation ici. Non? OK, je reviens. C'est la question combien encore? C'est la question 26, n'est-ce pas? 27. 27, OK. OK, on dit, you have just completed the initiation process. Donc, tu as juste fini, n'est-ce pas, le processus d'initiation. C'est ça qu'ils ils entendent parler par mise en œuvre. Bien que ce n'est pas bien traduit. En fait, on veut dire l'initiation, le processus d'initiation d'un petit projet et entrer dans la planification du projet quand une partie prenante du projet vous demande le budget et la réforme des bases des coûts du projet. Que devez-vous lui dire? Sans même regarder les propositions qu'on me donne ici, là, je serais d'accord, je vais dire à cette partie prenante. Je viens de finir l'initiation, il me demande, n'est-ce pas, de lui donner le budget et les réformes des bases des coûts du budget. Sans me réfléchir, je me dis, excusez-moi, monsieur, on ne peut pas encore obtenir, n'est-ce pas, ces livrables, parce que on vient à peine, n'est-ce pas, de finir l'initiation. Pour que je puisse vous donner ces éléments, il faut que je planifie, je procède à la planification. Donc, c'est ce que je vais le répondre, parce que en initiation, tu peux pas avoir les réformes de base des coûts, tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, le budget du projet. Donc, c'est impossible de lui donner tout ce qu'il demande. Donc, mais disons ce que Rita nous a proposé ici. Là. Elle dit, le budget du projet se trouve dans la charte du projet qui vient juste d'être achevé. Bon, le A est faux parce que le budget qui se trouve dans la charte du projet, en fait, c'est un budget prévisionnel. C'est un budget, n'est-ce pas, qu'on a fait de façon analogique. Donc, on ne peut pas confirmer que c'est ça le budget du projet.
C'est juste ce qu'on a fait de façon analogique. Ce n'est pas ça le budget du projet. Donc, B, le budget et la fin de base du projet ne pourront pas être finalisés et acceptés avant la fin du processus de planification. Voilà une bonne réponse. C'est ce que je vais lui répondre que non, je ne peux pas encore voir ça parce qu'il n'est pas fini le processus de planification. Donc, comparons avec C. Le plan de gestion du projet n'inclura pas le budget et la réforme de base. Il s'agit d'un petit projet. Donc là, c'est très faux. Donc, c'est parce que le projet, c'est un petit projet qu'on ne peut pas avoir la réforme de base du projet et le budget du projet. Donc, c'est tellement faux. Donc, D dit, il est impossible d'achever une estimation avant la création du plan de gestion du projet. Là, c'est encore faux parce que quoi, je vous ai dit, à l'initiation, on peut faire des estimations par analogie. Donc, lui dit que tu ne peux pas faire une estimation avant de finir la planification, c'est vraiment, c'est pas une bonne réponse. Parce qu'à l'estimation, on fait l'estimation par analogie. Donc, en fait, la meilleure réponse, c'est, je crois, c'est le B. Donc, le budget et la fin de base du projet ne pourront pas être finalisés et acceptés avant la fin des processus de planification. C'est la meilleure réponse à lui dire. OK, je lis le 28. On dit, le chef de projet est en train d'allouer l'ensemble des estimations des coûts et des activités spécifiques afin d'établir une référence de base pour mesurer la performance du projet. De quel processus s'agit-il? Je te laisse répondre à cette question-ci. A. Gestion des coûts. B. Estimation des coûts. C. Déterminer le budget. D. Maîtriser les coûts. Bon, répondez à ces questions-ci. C'est une question très simple. Vous pouvez lire. Vous pouvez répondre à ces questions. Il s'agit à l'estimation des coûts. Non, tu tombes dans le piège de Rita. C'est pas l'estimation des coûts. Le chef de projet est en train d'allouer. Il est en train d'allouer des estimations de coûts à des activités spécifiques afin d'établir une référence de base pour mesurer la performance du projet. Donc, où est-ce qu'on obtient les références de base des coûts? C'est ça, c'est la question que tu dois te poser. On a obtenu la référence de base des coûts. La maîtrise des coûts. Non, c'est vrai que tu n'as pas lu ton cours, mon frère. En fait, regarde. J'ai lu ça aujourd'hui. Ah bon? C'est vrai que tu n'as pas bien lu. OK. En fait, voilà les processus, n'est-ce pas, dans le domaine de connaissance et management des coûts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On planifie, n'est-ce pas, la gestion des coûts. On estime les coûts. Quand on estime les coûts, qu'est-ce qu'on fait? Après d'estimer le coût, on détermine le budget. C'est lorsqu'on détermine le budget qu'on obtient les références de base des coûts. Quand on estime les coûts, tout ce qu'on obtient, c'est les estimations des coûts. L'estimation des coûts ne veut pas dire qu'on a déjà le budget des coûts. Donc, c'est lors du processus de détermination, déterminer les coûts, le budget, qu'on obtient les références de base des coûts. Donc, on dit, le chef de projet, n'est-ce pas, est en train d'allouer l'ensemble des estimations de coûts à des activités spécifiques afin d'établir une référence de base pour mesurer la performance du projet. Donc, les processus, là, quand on parle de processus, les processus ne sont pas faits. Parfois, les processus se suivent de façon chronologique et rapide. Donc, dès que le manager projet finit avec l'estimation de coûts, il peut directement entamer la détermination du budget. Et c'est ce que le texte nous dit. Il a déjà fait l'estimation de coûts, il a entamé, n'est-ce pas, la détermination du budget. C'est là il obtient, n'est-ce pas, les références de base qui permettra, n'est-ce pas, de mesurer la performance des coûts tout au long du projet. Donc, la meilleure réponse, c'est cela, c'est le C. OK, j'ai lu le 29. On dit, surveiller les coûts des boursiers. Tout ça, c'est le coût. Hein. Le 28, là, c'est le coût. Donc, si vous regardez vos données, vos processus, vous allez voir la suite. Et les données entre les outils techniques et les données de sortie. Vous allez voir ça là-bas dans votre cours. Donc, surveiller les coûts des boursiers à ce jour afin de détecter les écarts par rapport au plan se fait pendant la création du plan de modification de coûts. Bon, on crée la création du plan de modification de coûts, c'est fait pendant la planification. Mais si on lit le texte l'énoncé qu'on vient de lire, nous comprenons qu'on n'est plus à la planification, nous sommes déjà, n'est-ce pas, à la surveillance et maîtrise, surveillance et contrôle.
Donc, tout ce qui sera, n'est-ce pas, dans la planification ou dans n'importe quel autre processus, on va seulement barrer. A, c'est la planification. Les recommandations des actions correctives. OK. On peut faire des actions correctives. On peut recommander des actions correctives pendant la maîtrise. Mais je ne crois pas que c'est l'action qu'on est en train de décrire ici. Là, on dit surveiller les coûts déboursés à ce jour afin de détecter les écarts par rapport au plan. Donc, ce n'est pas une recommandation d'action corrective, des actions correctives ici. Là. La mise à jour des réformes de base de coûts. La mise à jour des réformes de base de coûts, c'est le résultat, n'est-ce pas, du processus de maîtrise des coûts. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle les revues de performance du projet. C'est ça le processus qui est mis en exergue ici. Là. Donc, on est en train de revoir la performance. Lorsqu'on compare, n'est-ce pas, la réforme de base de coûts, la performance des coûts sur le projet, on est en fait de faire la revue de performance du projet. C'est un processus qui est effectué pendant la maîtrise et la surveillance, n'est-ce pas, des coûts. OK, lisez le 31. S'il n'y a pas de questions, pour lire le 31. Le 31. Alors, le 30, je veux dire. La meilleure réponse, c'était quoi? La meilleure réponse, j'ai dit, c'est le D. Les revues de performance du projet. La revue. Donc, c'est un processus, n'est-ce pas, de surveillance et maîtrise des coûts. OK. Donc, lisez le 30, s'il vous plaît. Un plan de gestion des coûts contient une description. Petit A, des coûts du budget. Petit B, de la façon dont les ressources sont allouées. Petit C, des budgets et comment ils ont été calculés. Petit D, du niveau de SDP auquel la valeur acquise sera ajoutée. Bon, si on essaie de prendre ce que c'est un plan de gestion de coûts. Vous proposez quelle réponse ici? Bon, je peux déjà éliminer le D du niveau de la structure de découpage. Ça n'a rien à voir avec... bon? Vous trouvez que c'est ça que vous éliminez? Ah, OK. Bon, vous choisissez quelle réponse alors? Si vous éliminez D, vous avez choisi quelle réponse? Un plan de gestion de coûts. Je choisis la question de C. La réponse est C. Budgets et comment ils ont été, les budgets et comment ils ont été calculés. OK, bon. Essayons un peu, n'est-ce pas, de comparer ces réponses-là. Bon, si vous choisissez C, pourquoi vous ne choisissez pas A? Pourquoi vous ne choisissez pas A? Une description des coûts du projet. Bon, est-ce qu'en décrivant les coûts le coût du projet, donc, oui, en fait, ici, c'est une bonne réponse. Ça peut être une bonne réponse. Ça peut être une bonne réponse, n'est-ce pas? Bon, en fait, ici, là, en fait, si vous n'avez pas lu le coût vraiment sur le plan de gestion de coûts et savoir ce qu'elle contient, c'est ça difficile de répondre à cette question. C'est très difficile. En fait, le plan de gestion de coûts, n'est-ce pas? Regarde, comme j'ai dit dans le cours, c'est très facile de savoir ce qu'un plan de gestion d'un domaine de connaissance contient, juste par définition. Lorsqu'on est dans le domaine de connaissance de gestion des coûts, par exemple, il faut qu'on définisse comment on va estimer les coûts, comment est-ce qu'on va déterminer le budget, comment est-ce qu'on va maîtriser les coûts. Donc, voilà en fait ce qu'on fait lors de la planification. Lorsqu'on a trouvé la réponse à toutes ces questions-là, on obtient le plan de gestion des coûts. Donc, en fait, le plan de gestion des coûts, s'il faut définir c'est quoi, c'est un document qui nous montre comment on va estimer les coûts, comment on va déterminer le budget, comment est-ce qu'on va maîtriser les coûts. Donc, si on se tient en définition, on pourra éliminer beaucoup d'options ici. Là. Donc, ça ne montre pas une description des coûts du projet. Ça ne montre pas ça. Ça ne montre pas n'est-ce pas, la B de la façon dont les ressources sont allouées. Ça ne montre pas ça non plus. Ça ne montre pas n'est-ce pas, des budgets et comment ils ont été calculés. Donc, ce n'est pas ça le problème. Ça ne montre pas ça non plus. Ça, c'est seulement la définition. Au Canada, on dit du niveau de la SGP auquel la valeur acquise sera calculée. Donc, voilà en fait ce que ça fait. Donc, ça peut montrer, n'est-ce pas, un niveau dans la SGP. La SGP, c'est quoi? C'est le Workbook d'Instruction, qui est la structure de découpage du projet. Et cette structure de découpage du projet, en fait, sera utilisée pour estimer les coûts. Donc, en fait, je crois que c'est le D qui est la meilleure réponse ici.
Donc, en fait, il y a Comment les ça questions que marche? Moi, vous êtes un peu perdu, n'est-ce pas? Donc, regarde, écoutez un peu mon raisonnement. Donc, regardez, quand on vous parle, n'est-ce pas, de plan de management d'un domaine de connaissance. Le plan de management d'un domaine de connaissance, en fait, montre comment on va effectuer, n'est-ce pas, le management dans ce domaine de connaissance-là. Donc, si on se fie seulement, n'est-ce pas, à la gestion, n'est-ce pas, des coûts ici, par exemple. Quels sont les processus qui sont mis en exergue dans la gestion des coûts? Je dis qu'il faut estimer les coûts. Ça, c'est le coût. Il faut, n'est-ce pas, déterminer le budget. Et il faut, maintenant maîtriser, n'est-ce pas, les coûts. Voilà les processus qui sont effectués lors de la gestion des coûts. Donc, le plan de gestion, n'est-ce pas, des coûts montre comment on va estimer les coûts, comment est-ce qu'on va, on va déterminer le budget et comment est-ce qu'on va maîtriser les coûts. Donc, ça se fie à cette définition-là. Regardez. Le plan de gestion des coûts, ça montre comment on va estimer les coûts, on va déterminer le budget et on va maîtriser les coûts. Donc, A n'est pas dans la description, n'est-ce pas, du plan de gestion. Si vous avez bien compris ma définition du plan de gestion des coûts. Donc, A ne figure pas n'est pas inclus dans la définition. Donc, je bats A. B également n'est pas inclus dans la définition. Donc, je bats B. Même C n'est pas inclus dans la définition, n'est-ce pas, que je viens de vous donner. Donc, je bats également C. Donc, je vais rester avec D. Et D est logique parce que, quoi, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, le plan de gestion des coûts nous montre comment est-ce qu'on va estimer les coûts. Donc, quand on va estimer les coûts, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la structure de coupage de projet qui, en fait, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, de voir le travail qui sera accompli dans le projet. Et grâce à cette structure de coupage de projet, on va donc estimer les coûts des activités de chaque projet. Parce que la structure de coupage qui est le workboard qui a été décomposé pendant l'échéancier, on a obtenu les activités qui seront donc estimées afin d'obtenir les coûts du projet. Donc voilà, c'est pour ça que le D, c'est la meilleure réponse. Parce que ça montre le niveau de la SDP auquel les valeurs acquises sera calculées. Donc en fait, si tu as compris ce que j'ai dit, je crois que la réponse ici, là, ce ne sera pas difficile à comprendre. Donc, et je suggère que tu retournes un peu dans le cours encore pour voir les définitions du plan de management des coûts. Dès que tu as bien vu la définition encore, tu es encore mieux convaincu de la réponse. OK. Donc, on lit la question 31. Question 31. Quelqu'un peut lire? Un projet de fabrication a un indice de performance des délais IPD de 0,89 et un indice de performance des coûts IPC de 0,91. En général, quelle est la meilleure explication à cela? Le contenu a été modifié. Un fournisseur a fait faillite et un nouveau doit être approuvé. De l'équipement supplémentaire doit être ajouté. Une activité du chemin critique a pris plus de temps que prévu et nécessitait davantage l'heure de main-d'œuvre supplémentaire pour être achevée. OK, bon. Si on se tient compte du fait qu'on a bien compris le coût sur l'échéancier et sur les coûts, on n'aura pas du mal à répondre à ces questions. Donc, lorsqu'on a notre IPD, qui est l'indice de performance sur les délais, en anglais, qui veut dire le Schedule Performance Index, quand on a ça inférieur à 1, nous avons vu dans le coût que ça veut dire que nous sommes en retard sur les délais. Donc, on a l'indice de performance des coûts qui est le Cost Performance Index, qui est aussi inférieur à 1, ça veut dire que nous sommes en dépassement, n'est-ce pas, du budget. Donc, ça veut dire que le projet, n'est-ce pas, a subi, n'est-ce pas, est en retard sur l'échéancier et en dépassement du budget. Donc, on dit en général, quelle est la meilleure explication à cela? Le contenu a été modifié. En fait, quand on parle de meilleur, ça veut dire quoi, n'est-ce pas? Toutes ces options peuvent être, n'est-ce pas, des réponses acceptables. Mais on va choisir la meilleure. Donc, il faut tout tenir ça il faut tenir ça en tête à l'examen. Donc, tu peux avoir, quand on parle de meilleur, sache que toutes les propositions qu'on va te proposer seront justes. Tu dois choisir la meilleure proposition qui est juste. Donc, le contenu a été modifié. Oui, c'est vrai, si le contenu a été modifié, ça peut augmenter, ça peut faire que le travail augmente et puis on se retrouve en train de dépenser plus d'argent et nous sommes en retard, n'est-ce pas, sur les délais. Donc, c'est possible que A c'est une bonne réponse. On va comparer A avec B. Un fournisseur a fait faillite et
un nouveau doit être retrouvé. C'est aussi possible, n'est-ce pas, si le fournisseur fait faillite, c'est possible que ça peut augmenter, n'est-ce pas, ça peut retarder, n'est-ce pas, l'échéancier. Mais comparé, n'est-ce pas, à A, n'est-ce pas, B est un peu faible par rapport à A, parce que normalement, quand on a élaboré notre plan de management de projet, on doit mettre sûrement, n'est-ce pas, des réserves dans le cas où un fournisseur, n'est-ce pas, n'est pas absent. On a le plan B, on a le plan C. Donc B est bon, mais ce n'est pas aussi fort que A. Donc, on compare maintenant A et C, parce qu'on a éliminé B. Parce que B est faible par comparer à A. Donc, je bats B. Ça ne veut pas dire que B est faux. Ça veut dire que c'est moins meilleur, si on peut dire ça en français, moins meilleur que A. Donc, je peux d'abord barrer B. Maintenant, je compare A et C. L'équipement supplémentaire doit être acheté. Donc, B, c'est pour que ça puisse nous faire qu'on dépense plus d'argent et qu'on soit en retard sur le délai. Donc, mais si je dois comparer C à A, donc C est faible par rapport à A parce que normalement, dans le projet, il y a n'est-ce pas, des provisions pour les choses qu'on peut avoir besoin en plus dans le projet. Donc, ça, c'est les provisions pour aléa. Donc, il y a souvent de l'argent de côté pour ça. Donc, par rapport à A, je bats C parce que C est meilleur que, A est meilleur que C. Donc, maintenant, je compare A et D. Une activité de chemin critique a plus de temps que prévu et nécessitait davantage d'heures de main-d'œuvre supplémentaire pour être achevée. D est la meilleure réponse comparée à A. Donc, regarde, quand on a notre chemin critique, on a vu que dans le chemin critique, tous les marges, n'est-ce pas? Donc, si une activité dans le chemin critique, n'est-ce pas, change légèrement, ça affecte toute la durée du projet. Donc, c'est la meilleure réponse parce que quoi? On dit une activité sur le chemin critique a plus de temps que prévu. Donc, ça a affecté tout le délai du projet et ça a affecté également les coûts du projet. Donc, D comparé à A, n'est-ce pas? D est la meilleure réponse. Donc, j'espère que tu as compris comment j'ai procédé et j'espère qu'il n'y a pas de questions aussi. Vous avez bien compris, messieurs? Parce que là, je crois que j'ai expliqué le mieux que je puisse. Vous avez bien compris? Vous avez compris pourquoi j'ai choisi D comme meilleure réponse? Pardon. OK, D c'est la meilleure réponse. Si on compare D à A. Bon, je lis le 32. Bien que les parties prenantes pensaient qu'il y avait assez d'argent dans le budget, à mi-parcours du projet, l'indice de performance des coûts est de 0,7. Pour déterminer la cause profonde, plusieurs parties prenantes font un audit du projet et découvrent que le budget des coûts du projet a été estimé par analogie. Bien que les estimations de l'activité s'ajoutent à l'estimation du projet, les parties prenantes pensent qu'il manquait quelque chose dans la façon dont l'estimation a été achevée. Lequel des énoncés suivants décrit ce qui manquait? On dit A. Les coûts estimés devraient être utilisés pour mesurer l'IPC. Là, c'est faux, non? Donc, pour mesurer l'indice de performance des coûts, on a besoin de la référence de base des coûts qui est dans le budget du projet. On ne se sert pas des estimations pour mesurer n'est-ce pas, l'indice de performance des coûts. Donc, l'IPD doit être utilisé par l'IPC. Donc, rappelle-toi, l'IPD, n'est-ce pas, c'est l'indice de performance des délais. Donc, il est jamais utilisé, n'est-ce pas, pour l'échéancier et non pour les coûts. Donc, le B est tellement faux. Donc, C, l'estimation ascendante aurait dû être utilisée. Je crois que C, c'est la meilleure réponse parce que quoi? On dit que dans le texte, on a bien le texte, on a dit qu'on a fait une estimation par analogie. Nous savons que tout ce que l'estimation par analogie n'est pas très exact. Si fait qu'on pas, ça va faire que qu'on connaisse pas le référent de base, n'est-ce pas, les référents de base des coûts, n'est-ce pas, ne sera pas également bien défini. Et c'est ça qui peut faire qu'on peut être en retard sur on peut être en dépassement de budget. Si on n'a pas bien estimé, n'est-ce pas, nos coûts, on peut se rendre compte qu'on a un dépassement de budget pendant que le projet s'exécute. Or, si on a fait une estimation ascendante, donc, nous savons que l'estimation ascendante, c'est le bottom-up estimate, est généralement plus exact parce que ça tient compte de toutes les activités du projet, tout ce qui est exécuté dans le projet, en commençant, n'est-ce pas, du bas, du work order structure jusqu'en haut. Donc,
Je crois que ce sera la meilleure réponse. D dit l'historique n'a pas été pris en compte. Donc, D, il faut passer dans le texte. On nous fait comprendre que l'estimation se fait par analogie. Parce qu'on a fait une estimation par analogie, qu'on a tenu compte, n'est-ce pas, des données historiques, n'est-ce pas, du projet. Donc, la meilleure réponse ici, c'est le C. On a dû faire une estimation ascendante et non une estimation par analogie. Parce que l'estimation par analogie est moins exacte que l'estimation ascendante. OK, on passe à la question. Ouais, il y a encore beaucoup de questions comme ça. J'espère qu'on va finir ça avant de clôturer. Vous pouvez lire la question 33. C'est comme si votre pose. Le 32, le 32, c'est la dernière. C'est la. Je veux dire, c'est la. C'est le C. La meilleure réponse, c'est le C. Donc, comme j'ai expliqué, l'estimation ascendante, n'est-ce pas, est très exacte comparée, n'est-ce pas, à l'estimation, n'est-ce pas, par analogie. Donc, lorsqu'on fait l'estimation par analogie, ça veut dire que les risques, n'est-ce pas, qu'on soit en dépassement des budgets, n'est-ce pas, seront très élevés. C'est bon de poser ce qui est allumé parce que ça fait trop de bruit. Laisse un peu de bruit t'appeler là. On attend ça, ça dérange un peu. Bon, lisez la question 33. Je suis toujours. OK, c'est bon, non? C'est pas. La mesure de la valeur acquise est un exemple d'établissement du rapport de performance, de la maîtrise de la planification, des diagrammes d'Ishikawa, de l'intégration des composants du projet dans un ensemble. OK, dans le cours, j'ai expliqué ça. En fait, la valeur acquise, c'est ce qu'on appelle le N-Value Management. Donc, c'est le meilleur outil, n'est-ce pas, pour mesurer les coûts dans le projet. Donc, c'est la meilleure outil, n'est-ce pas, pour la maîtrise de la performance dans le projet. Que ce soit en termes d'échéance, l'échéancier et en termes de coûts. Donc, on va lire les propositions qui expliquent un peu mieux ça. Donc, on dit A, de l'établissement du rapport de performance. Donc, A peut être la meilleure réponse parce que j'ai dit le N-Value Management permet, n'est-ce pas, de maîtriser les coûts, maîtriser les échéanciers du projet. Donc, D dit de la maîtrise de la planification. Non, en fait, le B, en fait, ne répond pas à notre question ici. Là. Des diagrammes d'Ishikawa, le C non plus. L'intégration des composants du projet dans un ensemble. Donc, l'intégration des composants du projet dans un ensemble, c'est ce qu'on appelle le Integration Management, c'est-à-dire le management d'intégration. Donc, la meilleure réponse, c'est le A. Donc, le N-Value Management, ou bien la valeur acquise, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, est un exemple, n'est-ce pas, d'établissement de rapport de performance. Donc, je lis le 34. On dit, les risques identifiés sont une donnée d'entrée pour le processus estimer les coûts. Une donnée de sortie pour le processus estimer les coûts, sans rapport avec le processus d'estimer les coûts, à la fois une donnée d'entrée et une donnée de sortie pour le processus estimer les coûts. Donc ici, là, c'est encore le cours parce que quoi? Lorsqu'on a entamé les données d'entrée, les données d'entrée des outils et les données de sortie de chaque processus, on a vu que quoi, n'est-ce pas, le risque identifié, en fait, peuvent être à la fois une donnée d'entrée, une donnée de sortie, n'est-ce pas, des processus estimer les coûts. Parce qu'on estime, n'est-ce pas, les coûts, on tient compte des risques. Et lorsqu'on fait une estimation des coûts, n'est-ce pas, on tient vraiment, ça génère encore, n'est-ce pas, d'autres risques. C'est ça que c'est à la fois une donnée d'entrée et une donnée de sortie, n'est-ce pas, du processus, n'est-ce pas, estimer les coûts. Donc, tu peux vérifier ça dans ton PMBOK quand tu vas lire les données d'entrée, le processus, les données d'entrée, les outils techniques et les données de sortie sur les processus estimer les coûts. Tout ça là-bas, tu vas voir que c'est une donnée d'entrée, c'est en même temps une donnée de sortie également. Bon, je lis le 35. On dit, donc la meilleure réponse ici, là, c'est le D. Hein. Donc, le 35, la différence entre la référence des bases des coûts et le budget des coûts peut être au mieux décrit comme, bon là, c'est encore facile encore. Donc, je vais partager le tableau sur le coût pour que tu puisses mieux comprendre ça. Je vais partager ici. Voilà. Vous voyez mon tableau là? Hein? Vous voyez mon écran, ce que j'ai mis à l'écran? Voilà donc. Vous voyez maintenant? Moi, je ne vois pas en tout cas.
La création du budget, voilà ce que j'ai mis. Ouais, c'est bon. OK. Donc, on vous dit que la différence entre, n'est-ce pas, attends un peu. Je lis encore bien nos questions. On dit la différence entre le référent de base des coûts et le budget des coûts peut être mieux décrite comme. Donc, on va regarder ensemble. On dit la différence entre la référence de base des coûts, ce que vous voyez que j'encadre là, et le budget des coûts. Ça nous donne quoi? Vous avez fait les mathématiques, ça nous donne quoi? La différence entre les références de base des coûts et le budget des coûts donne quoi? Pardon, répondez rapide, simplement en regardant ce schéma-ci. Le budget des coûts moins la référence de base des coûts nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça va nous donner quoi? Hein? Une valeur positive. Non, non, regarde tout simplement dans l'écran. Si tu extrais, n'est-ce pas, la référence, si tu fais budget des coûts, moins la référence de base des coûts, tu vas donner, tu vas obtenir quoi? Tu vas obtenir les provisions pour imprévus. Voici ça ici, non? C'est ça que tu obtiens. Parce que la référence de base des coûts, plus les provisions pour imprévus nous donne le budget des coûts. Voilà comment tu réponds à ce genre de questions. OK, je reviens dans nos exercices. Donc, ici, on a dit, oui, voilà bien ça, la réserve pour aléa. Ça nous donne réserve pour aléa. Non, provision pour imprévu, c'est ça. C'est la réponse, provision pour imprévu. Voilà, la meilleure réponse ici, c'est le A. D'après ce qu'on a vu dans le cours. Je lis le 36. On dit, vous fournissez une estimation de coût du projet au commanditaire du projet. Il est mécontent de l'estimation car il pense que le prix... On ne voit pas. Oh, vous ne voyez pas. Oh là là, il faut donc ça pas deux choses à la fois. Quand ça peut partager deux choses à la fois, je reviens. Je dois repartager encore. Vous voyez maintenant? Ça se voit maintenant? Oui. Maintenant, c'est arrivé. Voilà, OK. Donc, la question 36, on a vu que la question 35, on a vu que la différence entre... La question 35, on a vu que la différence entre la réforme de base des coûts et le budget des coûts nous donne, n'est-ce pas, les provisions pour imprévus, comme on a vu dans le tableau que je viens de vous montrer. Donc, je lisais la question 35. On dit, vous fournissez une estimation de coût du projet au commanditaire du projet. Il est mécontent de l'estimation car il pense que le prix devait être inférieur. Il vous demande de réduire de 15% ces estimations, 15% l'estimation du projet. Que devez-vous faire? A. Démarrer le projet et rechercher constamment les économies de coûts. Donc, si tu démarres le projet, n'est-ce pas, en espérant que tu vas respecter ce que le commanditaire te dit, si tu es en train de faire une grande erreur parce que ça risque de ne pas se produire. B. Demander à tous les membres de l'équipe de réduire 15% sur leurs estimations. 15% leurs estimations. OK. Si tu agis de cette façon, ce n'est pas très professionnel parce qu'en réduisant 15% des estimations, à la fin, tu risques de te retrouver avec un projet devant toi et tu n'as pas assez d'argent pour finir le projet. Donc, je crois que ça, c'est la meilleure des choses que tu vas faire. Donc, on dit informer le commanditaire des activités à réduire. Je crois que c'est la meilleure chose qu'il faut dire au commanditaire, que bon, monsieur le commanditaire, si on réduit, n'est-ce pas, 15%, n'est-ce pas, de ce projet, voici en fait ce que ça va affecter dans le projet. S'il est d'accord, tu exécutes. Mais s'il n'est pas d'accord, tu laisses tomber le projet. Donc, D dit ajouter des ressources supplémentaires avec des tarifs horaires bas. Si tu fais ça, si tu choisis le D, tu remplaces. Donc, si tu choisis le D, n'est-ce pas? Tu veux peut-être voir à la fin, n'est-ce pas? Tu as une équipe qui n'est pas performante. Et comme si on n'est pas performant, n'est-ce pas? La qualité ne sera pas atteinte et le projet sera un échec. Donc, c'est mieux, c'est d'informer le commanditaire que si on réduit le projet de 15%, voici les conséquences qu'on va accuser, n'est-ce pas, dans le projet. Donc, quand tu lui fais comprendre ça, lui, maintenant, il sera bien positionné pour savoir, n'est-ce pas, comment il va décider. Donc, la meilleure réponse ici sera le C. OK. J'ai lu le 37 également. Les risques liés au coût signifient, on a vu ça pendant le cours également, on dit il existe des risques qui concourent, qui coûteront l'argent du projet.
le projet est trop risqué du point de vue des coûts, il existe un risque que le coût du projet soit plus élevé que prévu. Il existe un risque que le coût du projet soit plus bas que prévu. Donc ici, là, la meilleure réponse, c'est le C, parce que si on se tient seulement compte, en fait, tout ça, c'est le coût. Donc, quand on a dit pas des risques liés au coût, ça veut dire qu'on peut avoir un projet, quoi, n'est-ce pas? On se rend compte, quoi, n'est-ce pas? Le projet sera très coûteux. En fait, en fin de compte, on ne n'est pas réaliser un bénéfice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les risques liés au coût. Et ça peut générer, n'est-ce pas, ça peut permettre qu'on puisse, on termine ces projets-là. Parce qu'on n'exécute pas ce projet parce qu'on voit qu'il y a trop de risques liés au coût. Donc, les risques liés au coût, n'est-ce pas, signifie que quoi? Il existe un risque que le coût du projet soit plus élevé que prévu. Ça, on appelle risque lié au coût. Donc, tout ça, c'est dans le cours, hein, donc ce n'est pas difficile. Dans le 38, un chef de projet doit analyser les coûts du projet pour trouver le moyen de les réduire. Il serait bien mieux que le chef de projet regarde les coûts variables et les coûts fixés, les coûts fixés et les coûts indirects, les coûts directs et les coûts variables, les coûts indirects et les coûts directs. Bon, je te laisse répondre à ces questions-ci. Qu'est-ce que le chef de projet va regarder s'il veut diminuer ses coûts? Allô? Qu'est-ce que si le chef de projet ne sait pas réduire ses coûts ici, là, qu'est-ce qu'il va... Il serait mieux qu'il regarde quel... Allô? Oui. Qu'est-ce qu'il va regarder? Qu'est-ce qu'il va diminuer comme coût ici, là? Il serait mieux, n'est-ce pas, que on dit un chef de projet doit analyser les coûts du projet pour trouver le moyen de les réduire. Donc, en fait, la question veut dire si le chef de projet veut réduire les coûts dans son projet, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui serait préférable pour lui d'examiner? Donc, on va procéder par élimination. Les coûts variables et les coûts fixes. Donc, partout tu vas avoir les coûts fixes, il faut barrer parce que quoi? Les coûts fixes sont fixes. Tu ne peux pas forcément les réduire. Par contre, tu peux réduire les coûts variables facilement. Mais les coûts fixes, c'est difficile de les réduire parce qu'elles sont vraiment fixes. Donc, les coûts fixes, donc partout on va les coûts fixes, il faut seulement barrer. Les coûts directs et les coûts variables. Donc là, c'est une bonne proposition. Les coûts directs et les coûts variables. Nous avons vu que dans le coût, que les coûts directs sont les coûts, l'argent qu'on dépense uniquement, qui vont être consommés uniquement pour ce projet qu'on est en train d'exécuter. Donc, si par exemple, j'ai pris l'exemple dans le cours que quoi, si par exemple, lorsque vous exécutez votre projet, vous devez former votre équipe de projet, vous devez les inculquer certaines compétences et que ces compétences seront utilisées pour notre projet dans la même organisation, ce coût-là devient indirect. Donc, et ce ne sera pas avantageux pour le chef de projet de considérer, n'est-ce pas, les coûts indirects, à réduire les coûts indirects. Donc, les coûts directs, n'est-ce pas, en fait, il doit revoir les coûts directs et les coûts variables parce que c'est plus facile de réduire ces coûts-là. La quantité de matériel qu'il va acheter ou bien en faisant ça, ça diminue les coûts. Donc, les coûts indirects, dédier les coûts indirects et les coûts directs. Donc, les coûts indirects, je dis, ce n'est pas la meilleure façon de réduire les coûts parce que les coûts-là seront utilisés pour ce projet et le projet qui suit. Donc, il faut regarder les coûts qui affectent directement ton projet. Et la meilleure proposition, n'est-ce pas, c'est le C. OK, monsieur, j'espère qu'on a compris cette question. En fait, tout ça, c'est dans le cours, hein, ce n'est pas les questions difficiles. Vous avez compris la question aussi? Hello? Il y a les bruits à côté de vous. Partout où il y a les coûts fixes, on élimine puisqu'elles sont fixes, on ne peut pas les changer. Voilà. Donc, j'ai dit, la raison pour laquelle on pourra choisir de déplacer quoi, le coût indirect, c'est le coût qui affecte votre projet et les projets qui vont suivre. Donc, il serait plus sage, n'est-ce pas, si tu veux réduire le coût, de considérer seulement les coûts qui affectent ton projet directement. Donc, et il y a tellement de bruit. La prochaine fois, pardon, il faut demander à tes je sais pas si tes enfants de baisser le volume parce qu'ils ont dérangé tout au long du cours avec les bruits. Je ne suis même pas sûr que la personne entend parce que s'il entendait, il devait agir, quoi. Bon, je crois qu'il se fait là trop tard pour qu'on commence le prochain chapitre. Et vous sentez un peu fatigué. Donc, je suggère qu'on commence ça avec la tête fraîche jeudi prochain. Et notamment, si on commence, on ne va pas terminer.
On peut terminer si on commence le chapitre là, la semaine prochaine, on peut terminer. J'ai dit si on commence maintenant, en fait. 21h40, si on commence, est-ce qu'on va pouvoir finir? Non, on ne pourra pas. Donc, je dois qu'on commence à jeudi. Donc, demandez à Madame Maureen de mettre le cours à 20h le jeudi. Parce que le jeudi, je suis très occupé. À 19h, ce n'est pas évident pour moi que je sois déjà libre. Donc, demandez de mettre le cours à 20h le jeudi. OK, vous passez une bonne soirée et bonne nuit et bonne guérison à vous, messieurs. On se voit jeudi à 20h. Jeudi 20h. Bonne Oui, soirée, jeudi 20h. Et bonne guérison pour votre jambe.